Bonjour à toutes et à tous qui nous suivez en streaming. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième numéro des Entretiens de Sedaine, entouré par Dominique Chargé, président de la coopération agricole, Éric Masset, président de la section Luzerne de France, et Philippe Bizien, président de la coopérative Evelup, président de la section Port et membre de notre conseil d'administration. Nous avons également demandé à notre plus jeune président de coopérative, Florent Estébéné, qui est président de la coopérative Vivadour, de poser une question en vidéo à notre invité que nous découvrirons tout à l'heure. Et nous prendrons également d'autres questions de nos spectateurs. Vous qui nous suivez, évidemment, n'hésitez pas à les poser dans le chat que vous avez à votre disposition. Ces entretiens de Sedaine s'inscrivent dans la continuité d'une stratégie d'ouverture qui a été entreprise après les rencontres avec la jeunesse, et ils ont pour vocation d'explorer, avec des invités venus d'horizons très différents, experts de leur domaine, des sujets qui ont ou qui auront un impact sur nos activités de coopératives agricoles et qui interrogent notre modèle ou nos pratiques. Ce soir, c'est donc avec Antoine Bueno que nous allons aborder ce sujet passionnant qui nous touche de près, celui de la transition écologique et de l'acceptabilité sociétale de nos activités agricoles et agroalimentaires. Bonsoir Antoine Bueno, vous êtes actuellement conseiller au sein du groupe Union centriste au Sénat, en charge de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Vous êtes également prospectiviste, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier au titre assez provocateur, « Faut-il une dictature verte ? La démocratie au secours de la planète ?» Vos travaux reposent sur une approche qui est très interdisciplinaire, qui allie la science, la philosophie et la politique, et vous explorez plus particulièrement les relations entre démocratie, engagement et enjeux environnementaux, en vous efforçant de promouvoir des solutions durables. Alors, peut-être une première question, puisque vous êtes prospectiviste. Avant d'entrer dans le temps d'échange avec nos invités, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques minutes votre vision du devenir de l'alimentation et des transitions agricoles? Oui, alors avant toute chose, merci beaucoup pour cette invitation. J'avais décidé de commencer à vous parler avec le cœur avant de vous parler avec la tête. Je ne sais pas trop comment vous m'avez trouvé, mais quand vous m'avez sollicité pour ce moment-là, j'en ai été extrêmement flatté, extrêmement honoré. Et en même temps, j'ai développé un sentiment d'illégitimité et d'imposture. Donc, c'est important pour moi de commencer par le dénoncer. Je ne suis pas agriculteur, mais il y a pire. Je ne sais rien faire dans ce domaine. C'est-à-dire que je ne sais même pas faire pousser une fraise ou une tomate. Il paraît que c'est facile. La dernière fois que j'ai été sur une exploitation agricole, c'est parce que mon GPS avait bugué. Je vous dis ça avec un petit sourire, mais pas uniquement. Si j'ai une première chose à dire, c'est de justement pas trop écouter les mecs comme moi. Je pense que si l'agriculture, je ne sais pas si elle va mal, mais en tout cas, si elle pourrait aller mieux, c'est à cause des mecs comme moi. C'est-à-dire des mecs comme moi qui connaissent rien, ou alors qui y connaissent un peu, mais de manière abstraite, livresque, et qu'on invite comme ça sur des plateaux, à qui on demande de donner des leçons. Et je trouve ça insupportable. Je trouve ça insupportable, et c'est pourtant mon identité et ma vie. Je suis un Parisien. J'ai fait des études pas mal, sympa. Je me suis retrouvé à 22 Berges, au Sénat, à donner des leçons, à aider des gens qui avaient 60 ans et qui avaient fait de la politique locale, qui avaient vraiment fait quelque chose de leurs 10 doigts, quoi. Pas le petit gars qui était là, comme ça, voilà. Et moi, j'étais censé... Et cette confusion des valeurs, cette confusion des choses sur laquelle toute la société repose, pour moi, c'est un véritable problème. Alors, je ne vais pas commencer à chialer et partir en courant de cette pièce, je vais quand même essayer, sur cette base-là, d'apporter quelque chose, parce que les types en costard comme moi, ils ont peut-être un atout, et c'est celui-là que je vais essayer de vous proposer,
c'est vrai, c'est de pouvoir développer le point de vue de Sirius, cette espèce d'abstraction. Moi, je suis dans mon petit bureau et là, je pense l'agriculture, etc. Donc, ça peut être utile quand même d'avoir des visions d'ensemble, mais je vous demande de prendre ce que je vais vous proposer sur la base du constat que je suis un mec qui n'y connaît rien et que donc les solutions, et vous allez voir que toute ma démonstration tend vers ça, les solutions, je pense que c'est vous qui les avez. Alors, si des mecs comme moi peuvent aider à cette espèce de prise de conscience et de courage ou ce renforcement de l'idée que les solutions, c'est vous qui les avez, alors là, oui, effectivement, je peux être un petit peu utile. Donc, je vais vous proposer cette vision d'ensemble et vous demander qu'on soit dans une démarche de co-construction, c'est-à-dire que si je dis une énorme connerie, parce que justement, je ne connais pas, non seulement je ne sais pas faire pousser une tomate, mais en plus, je ne suis pas spécialement un spécialiste de l'agriculture, c'est quand même une double faute, bah, vous n'hésitez pas et vous me dites non, bah non, là, pour telle ou telle raison technique, etc., etc. Et je vous propose donc cette démarche de co-construction. Alors, là-dessus, j'ai pas pu m'empêcher de préparer une présentation un peu structurée. Pardonnez-moi, ça va pas être trop long, j'espère. C'est ma vision de la transition agricole. Donc un panorama général, puis après, je crois qu'on a prévu de rebondir un peu à droite à gauche sur les différents points qui seront abordés. Alors, premier point, c'est quoi les objectifs de la transition agricole? Toujours cette vision d'ensemble, etc. Il y en a deux, c'est l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, bah, c'est limiter notre empreinte environnementale, que l'agriculture limite son empreinte environnementale. Plus précisément, 3 points. Donc, dans l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur, évidemment, la réduction de l'usage des intrants chimiques, évidemment, et la régénération des puits de carbone. C'est très important et on l'oublie parfois. Ça, c'était volet atténuation. C'est toujours ce que je sais faire, c'est-à-dire des schémas pour avoir les idées claires et on voit comment on habite tout ça ensuite. Côté adaptation. Donc adaptation, spécifiquement, évidemment, au réchauffement climatique. 3 points encore, j'adore les trucs symétriques, c'est ça l'archétype des mecs qui sont dans leur petit bureau et qui connaissent rien au monde réel. Donc 3 points, sélection des espèces et variétés en fonction du réchauffement, réduction des besoins en eau, et protection des cultures contre les événements extrêmes. Alors peut-être que dans ce schéma-là, j'ai oublié des choses, vous me direz. Deuxième petit point, premier petit point, c'était les objectifs de la transition agricole. Deuxième petit point, c'est où en est la transition agricole. C'est le point que j'ai le préféré préparer pour cet entretien, parce que c'est celui pour lequel la réponse est la plus facile à donner. On n'en est nulle part. Alors, sauf peut-être dans des secteurs très précis, mais que je ne connais pas, très, très particuliers. Là, on a quand même un petit peu, il faut le dire aux gens qui écoutent, on a un petit peu discuté avant, etc. En 5 minutes, j'en ai appris plus qu'en 5 ans au Sénat, j'en sais rien. Donc, où on en est de la transition agricole, c'est pas de la flagornerie, je le pense vraiment. Et mes élus, mes sénateurs, etc., au début, quand on se connaît pas et qu'ils arrivent au Sénat, je leur dis ça. Je leur dis, attendez, c'est vous qui avez quand même l'expérience. Hein. Bon. Deuxièmement, donc, où est-ce qu'on en est dans la transition agricole? La réponse est simple, nulle part. Donc, nulle part en 4 points. Premièrement, les émissions de gaz à effet de serre du secteur ont baissé en France de 8% depuis 1990 contre 25% pour l'ensemble du pays. Donc, on voit que c'est quand même très faible. On a une augmentation de l'utilisation des produits phytosanitaires au cours de la dernière décennie, en tout cas la décennie 2010-2020, plus 14%. Plus 23% de surface irriguée en France, toujours au cours de la même décennie, 2010-2020. Et la protection contre les événements extrêmes, ça, je pense que vous êtes mieux à même que moi de confirmer ou d'infirmer ce que je vais dire, mais elle me paraît très peu développée, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait eu la révolution qui semble s'imposer. Troisième point, quels sont les 2 leviers de la transition? Alors, c'est comme pour toute transition, c'est le levier de l'offre, c'est-à-dire la production, et le levier de la demande, c'est-à-dire la consommation. Alors là, je suis un petit peu plus à l'aise puisque je replace la transition agricole dans l'ensemble plus vaste de la transition écologique. Encore une fois, pour avoir un schéma clair en tête, avoir les idées d'ensemble, on peut dire que la transition écologique, c'est 3 grandes transitions. Une transition énergétique, une transition agricole, et une transition industrielle qui est un peu un fourre-tout dans lequel on met tous les modes de production d'autre chose que de la bouffe et de l'énergie. Pour chacune de ces transitions, on retrouve ces 2 leviers, le levier de la demande et le levier de l'offre.
Maintenant, on va se concentrer sur chacun des deux leviers. Le levier de la demande, il y a deux sous-leviers. Celui de l'efficacité, c'est-à-dire faire autant, mais avec moins d'énergie, moins de matière. Et la sobriété, hein, chère à nos amis écologistes, c'est-à-dire la réduction de la consommation. Bon, ça, c'était côté demande. Et côté offre, c'est produire autrement, changer les modes de production. Donc ça, c'était pour la transition écologique dans son ensemble. Maintenant, quelle place l'offre et la demande vont avoir dans la transition agricole spécifiquement, on va avoir besoin des deux. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, parce que j'ai encore 3 pages. C'est bon ? Ok, alors les deux vont être importants. Alors d'abord, je vais commencer par la modération de la demande. Et je vous disais que pour la demande, il y avait 2 sous-leviers, donc on va voir chacun de ces 2 sous-leviers. Le levier de l'efficacité, c'est toute la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui a le potentiel d'accomplir entre 5 et 10% de la réduction de l'usage des intrants, de l'eau, et même des émissions de gaz à effet de serre du secteur. C'est donc un peu. C'est pas négligeable. Bon. Maintenant, donc, levier de l'efficacité, levier de la sobriété, ça va faire plaisir à certains. C'est la modération de la consommation de produits d'origine animale. Et vous avez dû tomber sur ce rapport qui vous a fait rire aux éclats, j'imagine, du Haut Conseil pour le climat, 25 janvier 2024. Vous voyez de quoi je parle donc, qui explique qu'une baisse de 30% de la consommation de produits d'origine animale permettrait d'atteindre une baisse de 50% des émissions de gaz à effet de serre de tout le secteur, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone française fixée pour 2050. Donc, si on fait un premier bilan de cette modération de la demande, on est dans un contexte de faible croissance démographique, à la fois sur le plan intérieur, même en France et aussi en Europe. Et donc, théoriquement, le levier de la demande est capable d'accomplir à lui seul toute la décarbonation du secteur. On est encore du point de vue de Sirius, hein, c'est la théorie. Mais ce levier de la demande, donc ça c'est force de ce levier, faiblesse de ce levier, il est très insuffisant pour réduire l'usage des intrants et de l'eau. Donc là, je bascule sur mon second levier, le changement de l'offre, c'est-à-dire la modernisation des exploitations. Globalement, on peut dire qu'il y a 4 points. C'est l'électrification des véhicules agricoles, le remplacement des intrants par les méthodes... Alors, vous allez me dire si c'est la bonne phraséologie, parce que je sais que dans le monde agricole, il faut faire très attention à ce qu'on utilise comme mot. Les méthodes de l'agriculture écologiquement intensive, ça vous va ? Je n'ai pas parlé d'agroécologie. C'est entendable. D'accord. Non, parce que je fais très attention. Je sais qu'il y a ces susceptibilités. 3e point, la micro-irrigation et l'irrigation de précision. Et 4e point, là c'est pareil, je sens que je vais me faire tabasser, le changement de régime alimentaire du bétail, c'est-à-dire le remplacement des calories végétales qui sont propres à l'alimentation humaine et mettre des compléments alimentaires contre les gaz à effet de serre. Il y a des choses très intéressantes qui sont développées en ce moment. Vous me direz d'ailleurs si c'est si intéressant que ça, parce que, bon, voilà. 4e point, une fois qu'on a vraiment... là, c'est très joli. Hein. C'est un bel ouvrage quand même, ça c'est hyper théorique. On s'aperçoit, 4e point, que d'emblée, la transition agricole, là je pense que ça va vous parler un petit peu plus, se heurte à 2 obstacles majeurs. Premièrement, premier obstacle, c'est la rigidité, et j'ajoute, même si je ne l'ai pas écrit, légitime, des comportements au changement. Ça, c'est hyper important. Alors, cette rigidité des comportements, elle est vraie du côté de la demande, elle est vraie du côté de l'offre. Du côté de la demande, ça fait des décennies que la lutte contre le gaspillage est un véritable casse-tête et que les mentalités évoluent de manière extrêmement lente. On ne change pas, vous connaissez cette formule, on ne change pas les mentalités par décret. C'est vrai de manière générale et c'est vrai en particulier pour l'alimentation. Surtout que l'alimentation, ça touche quand même à nos entrailles, quoi. Bon. Du côté de l'offre, rigidité des comportements au changement, les agriculteurs ont parfaitement conscience de la nécessité de la transition agricole. Donc, pas de la mauvaise volonté, au cas où certains le penseraient encore. Vous vous souvenez de cette enquête BVA ? Moi, j'ai retenu ça juste avant le salon de l'agriculture, là, qui disait que 62% des agriculteurs estiment que la transition environnementale est une nécessité.
C'est pas du tout une question de prise de conscience, de mauvaise conscience, de climato-scepticisme, climato-relativisme, tout ce que vous voulez, etc. Mais on demande de repenser intégralement l'activité pour un gain négatif. C'est quand même ça, l'énorme changement de cette révolution-là par rapport à la révolution industrielle. La révolution industrielle, ça a été un changement de société total pour un gain positif. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire on change tout, mais pour un gain négatif. Ça, c'était le premier point. Pourquoi la transition agricole se heurte à des obstacles majeurs. Premier obstacle majeur, rigidité des comportements au changement. Deuxièmement, c'est que cette transition va exposer l'agriculture française et européenne à un risque vital, tout simplement. Voilà. Tel que moi, je l'ai compris, tel que je le perçois. Alors, risque vital, je vous propose de l'aborder sous l'angle micro, c'est-à-dire de l'exploitation, et sous l'angle macro, c'est-à-dire de l'ensemble du système. Effet micro, cette transition risque de paupériser, voire de détruire tout simplement les exploitations agricoles, qui vont être prises dans un effet de ciseau entre une baisse des revenus et une augmentation des charges. Je pense que tout ça, vous connaissez ça par cœur, j'en sais rien, mais peut-être, j'espère, que vous ne l'avez pas sous une forme architecturale globale comme ça, parce que encore une fois, je fais ce que je sais faire. Donc, j'apporte dans ma valise ce pourquoi j'estime avoir une petite valeur ajoutée. Donc, on a cet effet de ciseau. Premièrement, baisse des revenus. Alors, baisse des revenus aussi, bifide, de voix, de raison, de cause. Baisse de la consommation, puisqu'on mise là-dessus, hein. Je rappelle, on mise quand même aussi là-dessus. Donc, une baisse potentielle de 10 à 20% des revenus agricoles. Et aussi une baisse de la production, puisque ce changement global, c'est pour ça qu'il est négatif, c'est qu'il implique une baisse de la capacité de production. Là, on a une évaluation qui vient tout simplement de l'étude d'impact du Green Deal. Je ne sais pas si vous avez forcément vu ça, mais si vous avez les chiffres, 7 à 15% de la production agricole européenne qui part. Voilà. Donc, si je fais juste le bilan de l'effet micro, on a une transition qui menace 25% du revenu agricole. Et évidemment, c'est pas pareil d'un secteur à l'autre. Hein. Ça sera plus dans le secteur laitier, dans le secteur bovin, peut-être porcin, je ne sais pas, mais en tout cas laitier et bovin, ça me semble évident. Ça, c'était d'un côté la baisse des revenus, de l'autre côté l'augmentation des charges. On a besoin d'investissements colossaux. Et donc, les exploitations sont dans un risque de surendettement et de dépôt de bilan. Voilà, tel que j'ai compris les choses. Ça, c'était l'effet micro. L'effet macro, c'est un risque direct de stimulation des importations. Parce que vous avez deux cas de figure. Si vous avez une baisse de la production et de la consommation, qui l'une et l'autre se concentrent sur les produits français et européens, la transition agricole a pour conséquence seulement, entre guillemets, de sanctuariser les importations actuelles. Ça, c'est best chance. En revanche, si vous avez une baisse de la production en raison du farm to fork, etc., sans baisse de la consommation, la transition agricole augmente mécaniquement les importations. Il me semble que c'est la réaction que vous avez eue quand vous avez découvert ce merveilleux rapport de la Cour des comptes sur la viande bovine. En disant il faut réduire le cheptel, etc. C'est super. Si les habitudes de consommation ne changent pas. Bref. Le bilan de cet effet macro, c'est que la transition menace de faire de la France et de l'Europe des importateurs nets agricoles. Donc, c'est une menace directe pour la souveraineté alimentaire et on a un conflit d'injonction. Est-ce que je termine ça parce que j'ai encore un ou deux petits points. Un ou deux petits points alors. D'accord. Okay. Conclusion que j'ai là pour l'instant à étape, c'est que cette transition agricole, c'est pas la goutte d'eau, c'est le tsunami qui va faire déborder le vase. Parce que l'ensemble de ces injonctions, elles arrivent pas, elles arrivent, je veux dire, sur dans un contexte qui existe, dans un contexte de fragilité et de crise, puisque 18% des agriculteurs sont sous le seuil de pauvreté, tous ces chiffres vous les connaissez, c'est 30% de plus que la moyenne nationale. Sur 100 € de dépenses alimentaires, moi vous connaissez tous ces chiffres, mais moi ça me donne le vertige, 6,5 € vont aux producteurs. Donc moi je vois mal, compte tenu de tout ça, comment la transition agricole pourrait bien se passer. En revanche, sauf si vous voulez qu'on interrompe tout de suite, je peux vous proposer d'énumérer les conditions pour qu'elle se passe le moins mal possible. Voilà, c'était ça la fin
de ma présentation. Alors, sauf si, est-ce que je peux la Non, faire mais maintenant ou est-ce que... ce que je vous propose Ouais. d'abord, c'est de vous dire que vous êtes le bienvenu à cet échange. Et ce qui nous intéresse dans le fait de vous avoir aujourd'hui avec nous, c'est justement qu'on puisse confronter quelque part ce que sont vos points de vue, vos perceptions, de là où vous parlez, avec ce que sont nos réalités. Je pense que dans ce que vous venez de dire, on partage absolument le diagnostic, je pourrais presque dire en tout point, celui finalement d'avoir aujourd'hui une logique d'injonction qui nous entraîne vers la décroissance et qui entraîne une baisse de la production, une baisse des revenus et donc qui développe massivement ou qui ouvre la porte de manière massive aux importations. Mais dans ce que vous émettez comme perspective dans les différents écrits que vous avez faits, vous êtes un peu à rebours du discours justement des collapsologues et vous prônez un modèle de croissance verte et durable. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu plus. Donc, c'est peut-être là où vous en venez à vos solutions. J'ai 2 ou 3 leviers à vous, enfin 2 ou 3 pistes sur lesquelles j'aimerais vous orienter. Ensuite, nous, vous l'avez dit, on est parfaitement conscient de ce que sont les réalités, de la nécessité aujourd'hui d'aller vers les transitions, de celles que vous avez citées, des enjeux qui sont derrière. Et donc, peut-être que ce qui nous intéresse, c'est, dans le prolongement de cette première question, c'est quels sont les leviers qui sont pour vous possibles sur lesquels on pourrait déployer ensemble. Ensuite, on est effectivement beaucoup dans la perception que l'on a aujourd'hui, nous, dans une logique d'injonction du quoi, c'est-à-dire du « il faut qu'on y a qu'à ». Et nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir comment est-ce que, avec plus de pragmatisme, on peut rendre ça possible, donc d'être un peu dans la logique du comment. Et puis, aujourd'hui, on est finalement dans une forme de dictature de l'opinion. C'est pour ça que je vous avais dit que nous voulions échanger avec les leaders d'opinion. Ce qui fait que finalement, toute proposition est immédiatement instrumentalisée ou on pourrait dire récupérée politiquement. Ce qui fait qu'on avance peu. Et en fait, ce qui pose problème dans le modèle de société ou en tout cas d'échange dans lequel nous sommes, c'est que personne ne travaille autour du consensus. On travaille plutôt à développer ce que sont les polémiques sur ce sujet, chacun restant dans sa vérité ou mettant en avant ce qu'est le sujet sur lequel il est le spécialiste, l'expert et qui lui paraît le plus important. Et donc, moi, j'avais dit au moment où l'exercice de la planification est arrivé comme quelque chose justement, pour planifier, pour essayer d'organiser les choses, que la planification pouvait devenir, ou en tout cas, ce que j'espérais, c'est qu'elle puisse devenir la méthodologie de la création du consensus autour de ces sujets, puisqu'elle oblige à rentrer tous les paramètres, définir des priorités et ensuite tracer une trajectoire commune. Alors, vous avez, me semble-t-il, eu une approche et une version un peu différente de la mienne, mais en fait, et que vous pouvez nous donner, mais qu'est-ce qui pourrait rendre possible ou qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que la méthode, enfin, cette perspective de la planification écologique déployée sur les territoires, incluant tous les paramètres, puisse finalement devenir un peu ce levier de méthode ou cet outil de construction de méthode de ce consensus. Voilà. Alors, votre question me semble relever non pas du fond, mais de la forme. Oui, aussi, oui. De la procédure. Oui, la façon dont on s'y prend. Voilà. Absolument. Est-ce que vous m'autorisez quand même à parler un peu du fond ? C'est-à-dire à me jeter à l'eau, mais pour venir ensuite, je ne botte pas en touche. Hein. Vraiment. Mais vous répondez véritablement, comme vous je vais répondre à cette question-là, mais ça arrive. On est dans un exercice où on vient avec nos questions, vous venez avec vos réponses. D'accord, mais je ne veux pas non plus botter en touche, vous voyez. Là où j'en étais de ma présentation générale, c'était justement les solutions, et c'est le moment où je me jette à l'eau, et je pense que là, sur le constat, vous achetez tout, c'est génial, donc super, je n'ai pas tout faux. En revanche, sur les solutions, c'est plus problématique, et donc ça va être plus polémique. Compte tenu de ce panorama, pas très enthousiaste hein, quand même, hein, qui a été fait là, quelles sont les conditions pour que ça se passe le moins mal possible ? Alors moi, et je vais répondre à votre question en répondant à ça. D'abord, et ça je sais que c'est très polémique, donc je me jette à l'eau, c'est la question de la protection. C'est-à-dire que
Encore une fois, je prends toutes ces précautions. Je sais que c'est très problématique pour un certain nombre de filières. Mais je ne vois pas comment on peut faire cette transition agricole sans protectionnisme agricole. C'est-à-dire sans protectionnisme écologique. Alors, c'est d'autant plus problématique pour moi que c'est le RN et LFI qui le proposent. Mais si on regarde les choses objectivement, l'intégralité de la baisse de la consommation doit être reportée sur les importations. C'est ça la protection. C'est ça l'idée. Donc, vous êtes obligé à un moment donné d'imposer à nos partenaires hors Union européenne des conditions de réciprocité pour les gaz à effet de serre, pour les phytosanitaires, parce que sinon on se tire une balle dans le pied, quoi. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et vous parliez on est dans des injonctions complètement schizophréniques aujourd'hui. On conclut des tas d'accords de libre-échange d'un côté, puis de l'autre côté, on fait la loi d'orientation agricole, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc on est obligé de dire à nos partenaires, non mais attendez, nous, on s'impose ça, nos agriculteurs, on doit avoir ça, on doit monter les barrières tarifaires en phase avec l'augmentation des contraintes qui pèsent sur la production, à la fois française et européenne. Et donc, c'est pour ça qu'à terme, il n'est pas impossible qu'une vraie défense de notre souveraineté alimentaire revienne à une forme d'autarcie agricole. Parce que la baisse de la demande peut conduire à éliminer les importations et la baisse de la production, les exportations. Il n'est pas impossible qu'on aille dans cette direction-là. Si vous voulez, on y reviendra. Je pose sur la table. Deuxième point qui me semble extrêmement important. Je vous ai parlé de la demande et de l'offre. Je pense que la priorité, c'est de moderniser l'offre plutôt que de tâcher de déprimer la demande. C'est le contraire du rapport de la Cour des comptes, quoi. C'est pareil, je vais faire de la provoque. Je pense qu'il faut être plus technosolutionniste que socio-solutionniste. Pourquoi ? Parce que déjà, compter sur la demande, c'est extrêmement aléatoire et c'est hyper fragile. Alors que l'offre, elle est quand même beaucoup plus ciblée, elle est identifiée et on peut l'accompagner. Alors que faire évoluer les mentalités, mais bonjour, quoi. Enfin, là, c'est Pol Pot. Moi, je parle avec les écolos, etc. Il faut que les gens, ils mangent ceci, ils mangent cela. Mais ça va pas, ça marche pas comme ça. Ça fonctionne pas du tout. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point qui est hyper important, c'est que les pertes qui sont liées à la demande, elles sont définitives. Alors que s'il y a des pertes de productivité, elles peuvent être compensées par la modernisation des exploitations. Donc, ça me semble bien plus optimal. Autrement dit, si j'essaie d'illustrer le propos, il vaut mieux changer le régime alimentaire des bovins et compenser leurs émissions par l'optimisation des puits de carbone que réduire le cheptel. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Troisièmement, c'est bien joli tout ça, mais il faut des investissements massifs. Alors là, confère la loi d'orientation agricole, parce que il y a un peu tout ce que je vais te dire aussi là-dedans. Donc des investissements massifs dans l'éducation, mais l'éducation, c'est autant le consommateur que le producteur, éducation à l'alimentation, formation initiale et continue des agriculteurs, parce que s'il faut changer toutes les pratiques, ça se fait pas comme ça, quoi. D'autant plus qu'un tiers des agriculteurs va être remplacé d'ici 10 ans. Donc il y a une fenêtre de tir, une opportunité pour revoir les pratiques de manière soft, là. La recherche, hyper important, la recherche pour développer des solutions alternatives, des solutions agronomiques, la recherche sur les biotechnologies, la recherche de nouvelles variétés, la numérisation, l'IA, la robotique, tout ça, quoi. Et évidemment, le soutien aux producteurs avec une compensation intégrale de la baisse des revenus, sinon c'est l'implosion, c'est les gilets verts, mais puissance 1000, et la subvention des investissements pour les gains de productivité ou les gains d'empreinte écologique. Alors, vous me dites, il faut des investissements massifs, mais pour ça, il faut du pognon. Donc, effectivement. Alors, le financement. Sources de financement, il y en a plein. Bon, d'abord, je ne sais pas ce que vous pensez de la nouvelle PAC. Moi, le mec en costard, je la trouvais plutôt pas mal. Bon, là, je vais me faire lyncher, j'imagine. Mais on oriente, on essaye en tout cas de changer cette chose-là et on l'oriente dans cette direction. Il y a la question de la répartition de la valeur et donc le rôle de vous-même.
le rôle du mouvement coopératif, parce que d'un point de vue économique, les prix administrés, ça n'a jamais fonctionné, alors que en se regroupant, la capacité à peser sur une négociation face à la grande distribution, c'est ça qui est absolument clé. Et vous m'avez appris, donc avant cet échange, quelles étaient les véritables problématiques. C'est cette espèce de dogme de la concurrence qui interdit l'offre à l'offre de se regrouper, qui interdit à l'offre de peser, d'avoir des ententes pour la vente, alors que pour l'achat, il n'y a pas de problème. Tout ça parce qu'on ne défend qu'une seule des parties prenantes à l'alimentation, qui est le pouvoir d'achat du consommateur. J'y viens. Troisième source de financement, pardonnez-moi, la taxation verte. Si on fait du protectionnisme, on fait des droits de douane, on fait des rentrées. Et les taxes carbone. Hyper important, les taxes carbone. Mais je reviendrai sur l'ordre séquentiel, la manière de le faire, parce que, évidemment, ce n'est pas après les gilets jaunes et les dernières émeutes qu'on va arriver. Alors là, c'est complètement ridicule, avec son costard-cravate, et dire taxe carbone. Bon, j'y reviens. Une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est des réformes sociales de structure. Par exemple, l'abandon des politiques natalistes. On continue, en France, de mener des politiques natalistes. Là, c'est pareil, c'est complètement schizophrénique. On ne peut pas d'un côté défendre l'accord de Paris et de l'autre avoir des politiques natalistes. Ça n'a strictement aucun sens. Avec une fraction de ce qu'on dépense en politique nataliste aujourd'hui, on peut financer l'agriculture et la modernisation de toutes les entreprises agricoles et passer à un système de retraite par capitalisation pour avoir des fonds de pension qui ont des cahiers des charges verts et qui pourraient aussi financer cette transition agricole. Et enfin, le financement par le prix des aliments. On a quand même vécu une période bénie, mais à mon avis folle, dans laquelle on a eu de l'énergie, pas cher, et de la bouffe, pas cher. Absolument. Et l'énergie, c'est cher en fait, parce qu'on ne vit pas sans énergie. Il n'y a rien, tout est à base d'énergie. Et c'est pareil pour la nourriture, évidemment. Donc il y a un moment donné où il va falloir accepter que demain, les produits alimentaires soient forcément plus chers. C'est inévitable. Et ça va être vrai pour énormément de choses essentielles. Et j'en arrive et je réponds précisément à votre question. Parce que comment on fait accepter socialement tout ça ? Je réponds à votre question en 3 points, mais rapidement, je vous rassure. D'abord, il y a une question d'ordre séquentiel des mesures. Et je reviens sur la taxe carbone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir du bâton sans avoir eu d'abord de la carotte. Il faut qu'il y ait un soutien préalable à toute obligation ou taxation, et ça, on ne l'a pas fait. Je donne un exemple. Avant de taxer le GNR, peut-être qu'il n'aurait pas été idiot de créer un dispositif de leasing social pour l'acquisition de véhicules agricoles électriques. Un exemple. Mais ce n'est pas du tout la même démarche, ce n'est pas du tout la même chose. Premier point. Deuxième point, une question d'équité. Alors là, en direction des consommateurs, parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui peuvent faire des arbitrages, c'est-à-dire, en gros, ne plus pouvoir se mettre des faux ongles pour payer un peu plus cher des bons produits. Il y a beaucoup de consommateurs, la plupart, heureusement, des consommateurs peuvent encore, dans leur budget, faire des arbitrages. Et puis, il y en a qui ne peuvent pas. Et pour ça, il faut une sécurité sociale alimentaire. Et troisième point, pour cette acceptation sociale, c'est la responsabilisation et la démocratie directe. Bon, c'est le cœur de mon livre, ça. Peut-être, ouais. Eric. Oui. Moi, je voulais vous parler de transition écologique, énergétique, mais aboutie et réussie. Aujourd'hui, on a des avancées réelles de transition qui ne sont pas vraiment visibles par l'opinion publique, par l'espace médiatique. Je vais juste vous citer un exemple, bien sûr que je connais bien, l'exemple de la luzerne déshydratée, qui est en fait à 100% tenu par le monde de la coopération. On est parti dans une démarche de décarbonation dans les années 2005, et depuis, on a baissé nos émissions de carbone de 93%. Et d'ailleurs, vous en avez parlé tout à l'heure, sur 2 leviers. L'efficacité énergétique,
Donc comment réduire notre consommation d'énergie et la transformation de l'énergie fossile par de l'énergie renouvelable. 93%, et je profite aussi pour dire que ce sont des chiffres qui sont validés par le ministère de l'Environnement. Et cela sans baisse de production. Donc la question, c'est aujourd'hui comment on peut réussir à créer donc un récit enthousiaste, désirable, autour de ces transitions, je n'ai pas peur de le dire, agroécologiques, pour les rendre plus visibles, attractives, montrer comment on y est parvenu, montrer nos succès. En gros, ne pas se faire rattraper, vous en avez parlé aussi, par le discours facile et simpliste de la décroissance. Alors, je ne connais pas du tout le cas de la luzerne. Donc, encore une fois, j'apprends quelque chose. Et je vous invite, quand vous voulez, à visiter. Avec grand plaisir. Non, mais en plus, avec grand plaisir. Je vous soumets ça. Je me demande si c'est pas ce qu'on appelle dans le jargon des transitionnistes, en bon français, low hanging fruit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais vous donner un autre exemple de low hanging fruit que tout le monde connaît. C'est la couche d'ozone. Bon, on cite souvent l'action immédiate et efficace qu'on a eue pour protéger la couche d'ozone comme exemple de notre capacité à agir. Et ben pour moi, c'est l'exemple exactement inverse. Et peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas la luzerne, mais peut-être que c'est le cas. C'est-à-dire que la luzerne, il y avait des conditions qui faisaient qu'on pouvait moins difficilement, je ne voulais pas dire facilement, mais moins difficilement que dans d'autres domaines, arriver à de tels résultats. Alors, dans le cas de l'ozone, vous avez très peu de molécules concernées, dans très peu d'applications industrielles. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça ne dérange pas l'économie mondiale. Et alors, la grosse cerise sur le gâteau de l'ozone, c'est qu'au moment où on a découvert le trou, il y a le plus grand chimiste mondial, Dupont, qui est arrivé en disant « Hé les mecs, j'ai une solution ». C'est-à-dire que vous avez non seulement un truc qui ne dérange pas fondamentalement tout le monde, mais en plus pour lequel il y a déjà quelque chose de prévu. Donc, low hanging fruit, c'est facile. Bon. Pour les high hanging fruits, c'est-à-dire, par exemple, les gaz à effet de serre. Exactement l'inverse du cas de figure, c'est-à-dire une pollution qui est générée par à peu près toute activité, avec des solutions de substitution pas évidentes. Là, il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que cette transition, c'est une tannée. C'est que c'est dur. C'est que c'est pas désirable. Mais c'est pas grave non plus. Parce qu'on fait pas tout dans la vie parce que c'est désirable. Moi, le matin, je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais envie de me laver les dents. Je vous rassure, je le fais, mais je déteste ça. J'ai toujours détesté me laver les dents. Je le fais même le soir. Pas par désir, mais par devoir, par responsabilité. Est-ce qu'on pense une seule seconde aux générations passées? On est dans un monde de cocagne. Tout doit être sympa, désirable, cool, attractif, entraînant. Mais non, le monde, c'est pas ça. Pensons à toutes les générations d'avant qui ne vivaient que pour, alors l'extrême inverse, le sacrifice. Il y a quand même des gens qui ont donné jusqu'au prix du sang. Enfin, voilà, je ne vais pas faire, mais quand même, c'est ça dont on parle. Eh bien, moi, je crois que c'est ce discours-là qu'il faut avoir. C'est le discours de la responsabilité en disant, parce que les écolos, ils n'arrêtent pas de dire que oui, on va rendre la transition désirable, on a tous à y gagner. C'est ça, ouais. L'agriculteur qui tire la langue, qui a du mal, puisqu'on parle d'agriculture, on va lui dire, c'est désirable de changer tout ton mode de production, de vendre moins, de te conformer à un cahier des... Mais non, c'est pas désirable. Il faut vraiment être très con pour penser que c'est désirable. Mais c'est nécessaire parce que c'est vital. Alors la question, c'est face à ça, pour moi, il y a deux piliers. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est le fait de, c'est l'équité, c'est l'accompagnement et l'équité. Sinon, c'est l'implosion sociale. Et le second point, et c'est ça la question que vous posiez sur la méthode, c'est la responsabilité. C'est pour ça que je prône la démocratie directe, au moins pour la transition. Ce que je veux dire, c'est que quand on vous demande d'agir vous-même, vous n'êtes pas du tout dans la même attitude mentale, psychologique, que quand vous attendez que ce soit quelqu'un d'autre qui agisse. Dans un système qui est le nôtre, notre démocratie représentative,
on met notre petit bulletin dans l'urne, et après, on attend que le connard qui a été élu agisse. On peut attendre longtemps. Hein. Alors que, si on est soi-même placé en position de responsabilité face aux générations futures, tout simplement, on se comporte tous très, très différemment. Moi, dans ma pratique professionnelle quotidienne, cette espèce de schizophrénie de la même personne qui fait deux trucs complètement différents parce qu'il est dans des structures différentes, je le vois tous les jours. Je vous donne un exemple. Le sénateur, quand il est en séance publique et quand il est en commission, c'est juste pas le même gars. En séance publique, il va être dans le clivage gauche-droite, l'opposition systématique, les grandes phrases, etc. En commission, travail de consensus, recherche, technique, c'est les mêmes types, c'est pas les mêmes gens. Eh bien, on est tous comme ça. Et donc, les structures mêmes de la prise de décision sont absolument fondamentales. Là, vous me donnez quelques minutes pour développer tout le mal que je pense de la démocratie représentative. En fait, notre système de démocratie est verrouillé à la transition. Parce qu'on est dans un système déjà qui cherche du consensus, qui est très fort pour fabriquer du consensus, mais la transition environnementale, c'est pas du consensus. S'il faut arriver à zéro carbone, alors c'est pas zéro carbone, mais s'il faut arriver à la neutralité, on peut pas faire une côte mal taillée entre la droite et la gauche pour couper la poire en deux et dire c'est 50%. Ça ne fonctionne pas. C'est un système qui est court-termiste, alors que la transition, elle s'inscrit dans le temps long. C'est un système qui va surtout servir les intérêts du corps électoral. Or, les premières victimes de la transition, de la crise écologique, ne sont pas dans le corps électoral. Les générations futures, pour ne citer qu'elles, elles ne votent pas. Par définition, elles ne votent pas encore. Pour être élu, c'est désirable, la désirabilité, il faut faire rêver. Churchill, il a promis du sang et des larmes, il a gagné la guerre, il a perdu les élections. Évidemment, on ne se fait pas élire quand on parle d'autre chose que de la désirabilité, quand on parle de contraintes, d'obligations, etc. En plus, ce système électoral, il est polarisant. Si je veux parler d'écologie, je suis obligé de faire les verts. C'est-à-dire, je vais choisir un camp politique, hein, c'est ça. Il y a un marché politique, ça va être la droite, ça va être la gauche, il se trouve que c'est la gauche. Et puis à l'intérieur de la gauche, il va falloir que je me différencie en disant à peu près n'importe quoi. Voilà pourquoi l'échec de l'écologie politique, c'est comme ça, moi, que je l'explique. Et puis c'est un système qui est très déresponsabilisant, comme on se le disait. Quand on a mis son bulletin dans l'urne, on attend que ce soit l'autre qui avance. Alors que la démocratie directe, elle avait déjà été envisagée par Hans Jonas dans le principe responsabilité. Et je trouve que la Convention citoyenne nous a montré qu'elle pouvait faire des choses merveilleuses. Et je pense que dans votre domaine, ça serait particulièrement vrai. C'était ça, la proposition que je voulais vous mettre sur la table, c'était de faire une forme ou de réclamer une convention citoyenne agricole permanente, dotée de véritables pouvoirs législatifs. Alors pourquoi pas organisée par filière? J'en sais rien. Ça, c'est à vous de me dire comment ça peut être envisageable. C'est là qu'on est dans une forme de co-construction. Et pourquoi pas faire valider les orientations de cette institution par référendum de la profession ou par l'ensemble des citoyens en fonction des sujets. Et on pourrait aussi imaginer, pour l'acceptation, une forme de contractualisation des objectifs de la transition qui aurait été élaborée par cette démocratie directe, exploitation même par exploitation. Faire vraiment du ciblage fin, quoi. Peut-être pour changer de registre, merci pour cette proposition qui a le mérite d'être effectivement posée sur la table. Mais dans un autre registre, vous avez aussi abordé un point qui concerne la taxation. Peut-être, Philippe, une question sur ce sujet. Ouais, juste par rapport à la démocratie directe, là, moi c'est quelque chose qui m'interpelle quand même. Parce que quand on voit la façon dont du moins c'est un peu fait aujourd'hui dans nos instances, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas élus, qui viennent. Est-ce qu'on ne va pas faire plutôt une dictature des minorités? Parce que c'est les minorités agissantes qui prennent la parole, qui s'octroient des droits, etc. Et moi, ça me pose question telle que je vois aujourd'hui dans des comités de communes, par exemple, il y a une place prépondérante faite à des associations qui représentent quasiment qu'elles-mêmes, et ça c'est un peu gênant. La majorité des citoyens ne prendront pas part à ce débat-là. Donc bon, et ça c'est juste une question tout à fait personnelle. Mais non, mais vous avez parfaitement raison. Ce dont vous avez parlé, c'est pas la démocratie directe, c'est la démocratie participative. Je hais la démocratie participative. C'est une énorme arnaque. Et en plus, c'est hyper dangereux, c'est hyper risqué. C'est pas ça la démocratie directe. La démocratie directe, c'est que vous prenez, vous faites du tirage au sort. Ça peut même être une très large assemblée. Vous pouvez même utiliser après, il y a un problème de sécurité, mais les outils modernes numériques pour rassembler
toute la profession ou toute une filière sur des enjeux de la filière ou de la profession, etc., etc. Il s'est passé quelque chose, on s'en est à peine aperçu depuis les dernières décennies, c'est que la démocratie directe est redevenue possible alors qu'elle ne l'était plus depuis 2500 ans. Quand il y a eu la Révolution française, c'était un petit peu compliqué de rassembler tous les Français sur la place de la Concorde pour leur demander de décider du sort du roi. Voilà. Alors qu'à Athènes, évidemment, c'était possible parce que c'était une autre échelle. Avec le numérique, la démocratie directe devient de nouveau possible. C'est une révolution politique. Aujourd'hui, les seules tendances politiques qui ont vraiment pris la pleine ampleur de tout ce qu'on pouvait faire du numérique, c'est de l'autre côté du spectre, ce sont les dictatures. Notamment la dictature chinoise qui est en train de créer un totalitarisme pur et parfait grâce à l'intelligence artificielle, etc., etc. La démocratie ne s'est pas emparée de ça, tout simplement parce que le système de la représentation est jaloux de ses prérogatives. Hein. Mais paradoxalement, je pense que c'est aussi le système de la représentation qui nous fera, au moins pour la transition environnementale, basculer dans la démocratie directe. C'est pas un hasard si c'est Emmanuel Macron, premier élu de France, qui a lancé la Convention citoyenne. Et je peux vous dire que moi aussi, encore une fois, dans ma pratique professionnelle, j'ai des remontées de terrain d'élus locaux toute la journée qui me disent qu'ils en ont marre. Ça les emmerde, l'écologie. Ils n'en peuvent plus de l'écologie. C'est un bâton merdeux. Il n'y a pas pire pour être impopulaire que de faire de l'écologie. On a donné pour le développement des énergies renouvelables, là, dans une loi, la possibilité aux maires de déterminer des zones d'accélération. Je ne sais pas si vous savez ça, zones d'accélération. Et le reste, ce n'est pas des zones d'accélération, donc il n'y a pas d'éoliennes. Et c'est aux maires de faire ça. Donc le maire, quand il va dire la zone d'accélération, c'est chez Jacques, Paul, il va être très content, mais Jacques, il va gueuler. C'est impossible. C'est impossible de mener cette transition dans un cadre de représentation. Et je pense que ce sont les élus eux-mêmes, comme Macron l'a fait avec la Convention citoyenne, qui vont finir par dire « l'écologie, débrouillez-vous les gens. C'est pas pour nous. » J'aurais d'autres choses à dire, mais je vais me contenter de mon texte. Non, mais dans vos propos, vous avez évoqué les taxes et les quotas comme des solutions pour engager ou accélérer les transitions. Et est-ce que c'est pas là une forme d'écologie punitive que vous dénoncez aussi un petit peu? Et puis ma deuxième question qui va un peu qui suit, c'est comment est-ce qu'on peut réussir cette croissance verte afin qu'elle soit juste, inclusive? Et est-ce que le ruissellement écologique que vous en avez parlé dans vos ouvrages risque pas de créer des nouvelles fractures sociales ou territoriales? Il y a beaucoup de questions. Bon. J'ai pas tout lu. C'est dire. L'autre, vous aviez apporté la réponse, il me semble. Donc, voilà. Dans le discours de vérité que je prône, le cœur de ce discours, c'est de dire que la transition, c'est pas un chemin de rose, c'est des contraintes. C'est comme ça. On parlait de la triple transition énergétique, agricole, industrielle. Quand vous dites à un agriculteur, vous devez tout changer, c'est de la contrainte giga. Quand vous dites à un industriel, vous devez revoir toutes vos méthodes de production et faire de l'éco-conception, etc., c'est une contrainte, mais majeure. Quand vous dites aux gens, pour l'énergie, vous n'utilisez plus votre bagnole thermique ou vous achetez... Mais donc, qu'est-ce qu'on nous raconte quand on nous parle de simplicité, de désirabilité? Ce sont des contraintes. Donc, toute la question, c'est comment on rend ces contraintes acceptables? Moi, ma réponse, et je le martèle, c'est équité et responsabilité. Redites-moi votre question, parce que j'ai... Ah oui, sur la taxation. Alors, moi, j'ai une approche pluridisciplinaire. Et c'est pour ça que je suis un mec hors sol. Mais à côté d'un économiste, je suis vraiment enraciné, quoi. Il y a des mecs qui sont bien plus hors sol que moi, ce sont les économistes. Et ça, c'est un problème. Parce que les économistes, eux, ils ont beaucoup réfléchi à la question environnementale. Et ils savent, et ils ont raison, d'un point de vue théorique, qu'il n'y a rien de tel que les quotas et la taxe carbone pour faire évoluer les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tel que ce qu'on appelle les logiques de marché pour taxer ceux qui polluent et subventionner ce qui verdit. L'extraordinaire force conceptuelle
de la taxe carbone, c'est d'agir de manière souple, parce que c'est ça la différence avec un règlement. Un règlement vous dit stop, vous arrêtez. Avec une taxe, c'est votre porte-monnaie qui vous dit d'arrêter. Et c'est pas pareil. Le porte-monnaie, il parle, il susurre. On fait des choix. C'est là que on n'est pas dans le punitif. Je veux dire, quand on fait une taxe, voilà, on passe pas par un règlement, par un oukase d'une autorité qui va vous dire vous devez vous comporter comme ça à partir de telle date. Voilà. La taxe, c'est ça. La taxe, elle a son énorme pouvoir, c'est d'agir à la fois sur l'offre et sur la demande. Elle va contraindre ou inciter, là qu'on est dans la douceur, le consommateur à changer son mode de consommation et le producteur à innover pour justement ne plus avoir à subir la taxe. Alors, l'énorme drame auquel mais même l'humanité, nous trouvons confrontés, c'est que c'est le meilleur outil de la transition. Et c'est celui qui est le plus compliqué à faire accepter politiquement et socialement. C'est bien pourquoi ce ne sera jamais, même dans le rêve le plus fou et échevelé de Bernie Sanders, se proposer aux États-Unis. Mais chaque pays, chaque zone géographique a des cultures différentes. Nous, en Europe, on est beaucoup plus perméable à ça. On en a fait et on l'a fait sans prendre en compte ce dont je vous parlais, c'est-à-dire la question de l'ordre séquentiel des choses. Les États-Unis, ils font de la subvention massive, sans taxation, avec peu de réglementation. Nous, notre modèle de transition, c'est de l'hyper-réglementation, de la bonne taxation et du soutien moyen. Et en même temps, il n'y a pas non plus la question de l'ordre séquentiel. Aux États-Unis, ça ne se fera pas, hein, mais compte tenu des dizaines et centaines de milliards qu'ils ont injectés, demain, ils pourraient faire une taxe carbone, ça passerait mieux. Parce qu'il y a eu tout ça préalablement. Il faut qu'il y ait un temps de soutien conséquent qui permette de changer l'outil pour ensuite arriver en disant les mecs, là, les retardataires, en gros, c'est la voiture balai, la taxe carbone. Moi, c'est comme ça que je la conçois aujourd'hui, après avoir quand même beaucoup réfléchi à cette question-là. Donc, vous voyez, j'ai ce problème entre la théorie et la pratique, et c'est de cette manière-là, par l'ordre séquentiel, que je le résous. Merci beaucoup, Antoine. Je vous propose qu'on passe au temps de la question de notre jeune, hein, puisque nous menons depuis une bonne année un travail autour de la vision de la jeunesse sur les sujets d'alimentation et les questions agricoles. On a monté un collectif de jeunes coopérateurs qui viennent nous aider aussi à challenger les modèles d'aujourd'hui. Et nous avons proposé à l'un d'entre eux, donc Florent, de vous poser une question que je vous soumets et que je vous fais entendre. Bonjour Monsieur Moellon, je m'appelle Florent Stellet, je suis le président de la coopérative Vivadour, implantée dans le département du Gers. Notre coopérative représente 4800 adhérents, 775 salariés, pour 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, autour de 6 activités. Une activité végétale et légumes, une activité production de semences, une activité production animale, une activité autour des réseaux magasins gamme vert, distribution grand public, une activité viticole, vin et spiritueux, et enfin une activité environnement et énergie. Ma question est la suivante. Vous considérez l'entreprise comme un énorme verrou systémique à la mise en place des transitions. Vous évoquez 2 leviers qui pourraient le faire sauter. Le marché et la puissance publique. Nos entreprises coopératives se distinguent des modèles économiques classiques par leur fonctionnement démocratique. Pensez-vous que ce modèle peut constituer un 3e levier? Merci. Ouais, c'est une super question, ça. C'est exactement ce à quoi je suis en train de réfléchir en ce moment. Et donc, je ne vais pas mentir, je n'ai pas de réponse qui est toute faite. Le modèle coopératif dans votre domaine, il est extrêmement important, au moins pour la question de la répartition de la valeur. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous vivez les choses. J'imagine qu'il y a d'autres co-bénéfices. D'ailleurs, tout à l'heure, je reviens sur la question qui a été posée. C'était la question des co-bénéfices de la transition. Il y a des co-bénéfices, mais disons qu'au début, il y a de telles contraintes, c'est tellement difficile, et les co-bénéfices sont tellement lointains et diffus que même si, en fait, la transition, on a tous à y gagner, en temps, au moment de la mettre en œuvre, ça n'a rien d'une évidence, quoi. C'est surtout de la contrainte. Bref.
La question qui est posée sur le verrou de l'entreprise, je vais la resituer dans un cadre plus général. En fait, dans mon livre, on dirait que je parle que de la politique, mais ce n'est pas le cas du tout. Je parle de ce qu'on appelle les verrous systémiques, c'est-à-dire l'ensemble des verrous qui font que la transition, c'est une tannée à mettre en œuvre et que, de fait, on y arrive un peu, mais pas à la hauteur de ce qu'on devrait ou pas aussi vite qu'on pourrait ou qu'on devrait le faire. Donc là, il y a une question qui est posée sur un verrou qui est l'entreprise. Mais si on replace ça dans un ensemble plus global, le verrou, il se trouve au niveau de l'individu. Par exemple, fin du monde et fin du mois, c'est des injonctions contradictoires qui font que, à l'échelle individuelle, pour effectuer une transition, c'est hyper compliqué. Vous savez, il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années qui s'appelle Faire sa part de Carbone 4, qui montre que même en ayant un comportement héroïque de vertu en tant qu'individu, on peut faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre que d'à peu près 20-25%, et c'est déjà énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 75% du reste de la neutralité doit être recherché dans des solutions collectives. Vous voyez, donc ça, c'est un verrou. Le verrou psychologique de l'individu, il est énorme. Je représente rien, moi, à l'échelle de ma vie, de ma consommation dans l'ensemble. Si les autres ne font rien, pourquoi ferais-je? Et puis, il faut avoir des moyens, il faut avoir du temps, il faut avoir de la vertu, il faut avoir de l'argent, puisque ça coûte plus cher, par exemple, de consommer des produits qui décarbonent, même la voiture électrique, elle est encore plus chère, etc., etc. Vous voyez, verrou individuel. Le verrou de l'entreprise sur lequel on m'interroge là, c'est la même chose. On marche sur la tête. C'est-à-dire que on attend des entreprises des choses pour lesquelles elles n'existent pas au départ. On attend de l'entreprise qu'elle fasse maintenant du social et de l'environnemental. Alors, je sais que j'ai un discours des années 60, mais au départ, une entreprise, c'est un acteur économique qui est là pour faire du profit. Produire des biens. Faire du profit. Si vous produisez des biens sans faire de profit, très vite, vous mettez la clé sous le paillasson. Et d'ailleurs, c'est aussi un drame, mais une entreprise, elle n'est pas faite pour faire de l'emploi, pour créer de l'emploi. Ça, c'est des préoccupations d'intérêt général, c'est la préoccupation du collectif. L'emploi, le bien-être social, les inégalités, la lutte contre la misère, etc. L'entreprise, elle n'est pas du tout là pour ça, et on attend qu'elle fasse ça. C'est-à-dire qu'on attend d'un acteur dont ce n'est pas l'objet, un comportement vertueux. Si on compte sur la vertu, on fera rien, parce qu'on n'est pas vertueux. Moi, je suis pas vertueux. Je le dis très clairement. Moi, j'ai besoin qu'on me mette dans une situation, qu'on me torde un peu le bras. Moi, je suis pas vertueux. Je vais aux États-Unis. Je parle de transition environnementale toute la journée. Je vais cet été aux États-Unis avec ma famille, en Californie, parce que je peux. Voilà. Si je pouvais pas, j'irais pas. Je suis pas vertueux. J'arrive pas à résister. Et je mange de la viande. Voilà. C'est pas vertueux, mais j'adore. Je peux pas me passer un bon steak. On n'est pas vertueux. Donc, on va pas compter sur la vertu et on va encore moins compter sur la vertu des entreprises. Maintenant, la question qui m'a été posée plus précisément est celle du modèle coopératif. C'est un super modèle. Ça, c'est clair. Inspirateur pour une transformation globale, à n'en pas douter. Est-ce qu'il y a une volonté des entreprises à leur échelle de faire ce qu'elles peuvent, j'allais dire, malgré leur impératif économique? C'est une évidence aussi. Et c'est une évidence que deux entreprises qui vont avoir les mêmes contraintes, être sur le même marché, etc., elles ne vont pas forcément avoir les mêmes résultats environnementaux parce qu'elles n'auront pas le même volontarisme. Donc, je veux dire, je ne néglige pas ça non plus. Il y a le paradigme de Patagonia. Je ne sais pas si vous voyez Patagonia. Ça vous parle ou pas plus que ça? C'est l'entreprise c'est des vêtements sportifs un peu chics, chers, etc. Le PDG de Patagonia, c'est le parangon de la vertu écologique. Il a décidé de ne pas transmettre l'entreprise à ses enfants, mais de transmettre l'entreprise à la terre. C'est-à-dire que tous les dividendes sont redistribués à des actions de décarbonation et autres procédés environnementaux. Ça, c'est la vertu d'un homme. Mais les autres ne sont pas vertueux, et c'est normal. Donc, pour ça, il faut autre chose. Il faut que le système dans son ensemble soit bougé par des effets mécaniques. Et c'est pour ça que je crois au marché. Alors oui, la coopération, ça peut jouer un rôle, mais c'est le faire sa part. Ça peut jouer un rôle, mais jusqu'à un certain point.
Et ce jusqu'à un certain point, c'est comment l'ensemble de tous ces verrous qui forment un super verrou systémique sont dégrippés. Et pour moi, ce dégrippage n'est possible, encore une fois, que grâce à un système politique, une volonté politique d'équité et de responsabilisation. Mhm. Peut-être une réaction de votre part, et sinon on passe aux questions de l'assistance. Je vais revenir, mais j'ai juste un petit truc qui me taraude parce que Oui. on l'a pas évoqué. Donc moi, je représente la filière porcine, donc celle que je connais le mieux. Mais bon, on est la seule viande aujourd'hui autosuffisante en France. Alors aujourd'hui, sans doute peut-être que demain ou après-demain, enfin avant la fin de l'année, on ne le sera plus. Et il nous arrive exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on importe, puisque la consommation décroît moins vite que la production. Et est-ce qu'il y a un des leviers pour cette transition verte, ça serait pas... Enfin, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vous disiez qu'il faut des investissements massifs, qu'il va falloir de la tech, etc. Ouais. Enfin, je crois beaucoup à ça aussi. Mais est-ce que cette croissance verte peut pas nous donner de la compétitivité? C'est-à-dire que, à mon avis, on peut allier les deux. C'est-à-dire qu'on peut allier un mieux-disant environnemental, une transition, et en même temps, pour rester dans les fondamentaux de l'entreprise, c'est-à-dire d'être profitable, et en même temps, faire les deux, parce que de toute façon, sur des productions comme les miennes et les productions animales en général, la pyramide des âges fera la part de la décroissance. Il y aura une décroissance naturelle. Oui. Mais il faudrait que ceux qui restent puissent être plus vertueux, beaucoup plus vertueux. Ça passera par de l'investissement. Or, aujourd'hui, on en discutait tout à l'heure avec Dominique Chargé, on a des gros verrous politiques pour nous investir massivement dans nos élevages. Ce qui fait qu'on reste avec des outils, des élevages d'il y a 20, 30, voire 40 ans, et qui ne correspondent plus du tout aux exigences d'aujourd'hui. Et donc, à mon avis, le politique a aussi là des choses à faire. Au lieu de dire en permanence, il faut baisser la production, qui de toute façon baissera naturellement, il faut sans doute la laisser baisser naturellement, et laisser la possibilité aux éleveurs en l'occurrence, mais je pense que c'est aussi, on peut aussi aller sur d'autres productions, on parle d'agriculture de précision, etc. Il va falloir de l'investissement, enfin voilà. Mais on a parfois la difficulté à mettre en place des actions qui pourraient être favorables à la transition. Alors, c'est hyper clair. C'est totalement le deuxième levier dont je vous parlais, c'est-à-dire moderniser plutôt l'offre que taper sur la demande. Donc faire plus avec moins, en fait, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est faire autrement grâce à des investissements plutôt que d'attendre que les gens fassent de la décroissance, en fait. C'est-à-dire arrêtent, se modèrent ou culpabilisent ou je ne sais quoi. Mais je crois que c'est à peu près ça que vous avez voulu traduire. Et la question que vous posez, elle est absolument fondamentale. C'est ce qu'en économie, enfin, c'est Schumpeter, appelle la destruction créatrice. Oui. C'est-à-dire que cette transition, elle va très clairement avoir deux effets. Elle va avoir un effet destructeur, elle va avoir un effet créateur. L'effet destructeur, finalement, il est double. D'abord, il y a des choses, je veux dire des activités, des biens et des services qui vont être détruits. Mais l'autre volet de la destruction, c'est qu'il va falloir donc qu'il y ait un passage vers le renouveau et la création. Je sais pas, je vous donne un exemple tout bête de destruction créatrice Schumpeter. Quand l'automobile arrive et qu'on se passe des chevaux, ben non seulement il n'y a plus l'activité des chevaux, mais tous les maquignons, ils ne peuvent pas se recycler en fabriquant de Ford T, quoi. Ou alors ils peuvent, mais il faut organiser ça. Et donc distributeur. Voilà. Ça, ouais. Donc la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas aussi un renouveau positif à attendre de cette transition? La réponse est oui. C'est ce qu'on appelle
l'éco-bénéfice, c'est l'un des co-bénéfices. Il y a d'autres co-bénéfices, mais ça, c'est un des co-bénéfices importants. Bien sûr que quand on passera du pétrole aux éoliennes, on vendra plus de pétrole. Donc, le pompiste, au revoir. Mais lui, il peut se recycler pour vendre de l'hydrogène, etc. Donc, voilà. La question, c'est est-ce qu'il y a plus de destruction que de création? Aujourd'hui, on est incapable de vous le dire. Et je pense que quelqu'un qui vous le dirait, vous mentirez. Parce que la destruction, elle est certaine. La création, elle est assez certaine aussi. Mais la proportion et la capacité, sans trop de friction, de passer d'un modèle à l'autre, il y aura des frictions, inévitablement, mais qui ne coûtent pas la vie de la société, c'est-à-dire qui n'aboutissent pas à une implosion sociale beaucoup trop importante. Voilà. C'est tout l'enjeu. Mais je suis plutôt optimiste. Quand vous me dites, si je modernise à fond mon exploitation, est-ce que je ne peux pas gagner des parts de marché, de la productivité, etc., etc. Je suis certain qu'à terme, oui. La réponse est oui. Avant d'arriver à ce point-là, il y a toute la route. Et au début, ça va surtout être de la compensation de manque à gagner et de pertes liées à cette énorme Big Bang, quoi. Mais la réponse est oui, finalement. Vous avez raison. Peut-être quelques questions qui arrivent là par le chat. Alors, une question qui est plutôt relative à l'éducation, puisque vous avez abordé ce sujet-là comme étant un des leviers, en tout cas l'école, l'éducation, la formation, dans lequel il faut faire des investissements massifs. La question telle qu'elle est écrite, c'est lors du précédent entretien que nous avons eu avec Thierry Marx, il a aussi évoqué ce sujet-là, ce sujet de l'importance d'éduquer dès le plus jeune âge des consommateurs à une alimentation raisonnée et de qualité. Et la question est comment orienter l'investissement pour qu'il soit du coup le plus efficace possible in fine, dans le cadre de cette transition, et donc que je comprends dans la question, à l'école. Alors, est-ce que mieux éduquer, ça nécessite d'avoir plus de pognon? Mais pas forcément. Mais non, mais pas forcément. Passer de la méthode syllabique, je sais plus quoi, c'est méthode globale, méthode syllabique, je sais pas quoi, c'est juste une question de volonté politique, hein, et c'est d'un point de vue psychologique, ça a des impacts, hein, c'est pas neutre du tout. De manière plus globale, et ça fait longtemps que je le pense, mais je crois que je le pensais même quand j'étais petit, je suis frappé de constater que nous n'apprenons pas les choses les plus importantes que nous devrions apprendre. Vous allez peut-être trouver que ça fait chanson d'Hélène Ségara, mais on n'apprend pas à aimer. Et je le pense vraiment. Je veux dire, on apprend à aimer, c'est un grand mot, mais je veux dire, on n'apprend pas, alors que c'est pas inné pour tout le monde, à être avec les autres, à apprendre à comprendre quel est leur état, comment les prendre, etc. On n'apprend jamais ça, jamais. On n'apprend pas à se nourrir. Puisque là, c'était notre sujet. On n'apprend pas l'alimentation. Je fais partie d'un gros machin qui s'appelle les États généraux de l'information, qui a été lancé par le président de la République l'été dernier pour repenser tout le système communicationnel, informationnel, avec le choc du numérique, etc. L'une des propositions les plus récurrentes et les plus importantes, c'est l'éducation aux médias. On apprend à lire un journal? Non. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas appris à lire un journal. À l'heure des fake news, des deepfakes, de l'intelligence artificielle, etc. Si on n'apprend pas à lire un journal, ou à regarder une vidéo, ou à écouter une bande-son, etc., on est dead. Hein. Donc, de manière globale, je ne suis pas certain que ça nécessite plus d'argent. Mais ça nécessite de tout remettre à plat. Et de se demander ce qui doit être appris. Je vais vous donner un autre exemple pour sourire, mais qui est caricatural. J'ai fait une école de commerce. Pour plein de gens, il n'y a pas besoin d'école de commerce. Depuis des millénaires, il y a des commerçants parfaitement géniaux, tout à fait talentueux, qui ont ouvert leur boutique. Puis pour tous les autres, c'est-à-dire moi, il y a besoin d'une école de commerce. Et ben, je pense que pour plein de gens, il y a besoin de l'équivalent d'une école de commerce pour savoir comment se nourrir. Moi, je ne sais pas me nourrir. Je pense que je bouffe n'importe quoi. Comment faire l'amour, des tas de choses très simples comme ça. Voilà, on n'apprend pas les choses importantes, et je pense que cette transition agricole et alimentaire nous invite aussi à nous demander
si on n'a pas à tout remettre à plat du point de vue de l'éducation. Alors, j'ai une autre question qui concerne plutôt le sujet de la co-construction, ou en tout cas, vous avez fait une proposition de consultation permanente citoyenne. Mais là, j'ai une question qui nous dit, au-delà des travaux multiples menés par les parlementaires, groupes d'études, commissions d'enquête, missions d'information, comment objectiver toutes ces remontées de terrain pour co-construire avec les parties prenantes, éventuellement la convention citoyenne que vous avez évoquée, une nouvelle politique agricole et alimentaire qui soit pérenne et durable. Donc là, on est plutôt sur du comment, donc sur de la méthode. Ouais. Est-ce que vous avez quelques idées sur le sujet ? La planification écologique. Alors, et ça rebondit avec la question de... Pour répondre de précisément à ça, dès que vous remettez les élus dans la boucle, c'est mort. Non mais je les adore. Eh bien, je vis avec eux, hein. Et franchement, et en plus, vraiment, je les aime vraiment, hein. Je les apprécie vraiment. Je veux dire, c'est pas du chiquet. Je suis vraiment honnête. Et je vais vous dire mieux. Je serais à leur place, mais je serais pas du tout meilleur, hein. Mais pas du tout. On est comme ça. On attend la vertu. Non, ce sont les situations institutionnelles qui créent les comportements. Moi, je ferais exactement comme eux. La rationalité, quand on est député, sénateur, quand on est un élu comme ça, c'est de rien foutre au Parlement parce que ça ne rapporte rien, et c'est d'être dans sa circo à serrer des pognes. C'est la rationalité même, parce que c'est le système qui réclame ça, sinon on n'est pas réélu, et l'objectif d'un élu, c'est d'être réélu, parce que la place est plutôt bonne. Bon. Dès que vous remettez les élus dans la boucle, vous pouvez faire... Là, on est dans la participation. Ça, c'est des cache-sexe qui ne mènent à rien du tout. C'est du chiquet, c'est de l'enfumage total. Et ce sont les élus qui décident. Et les élus, ils décident en fonction de tous les verrous dont je vous parlais. Le consensus, le court-termisme, l'intérêt du corps électoral, le fait de faire rêver, donc de raconter un peu n'importe quoi, la polarisation, la déresponsabilisation. Donc ça ne marche pas, il faut sortir les élus. Et je pense que c'est les élus eux-mêmes qui demanderont à être sortis. Mais sur la planification, je n'ai pas vraiment répondu. Non, mais je vais y revenir, parce que ce qui nous interpelle quand même, et je vais un peu prolonger ce que vous disiez Philippe tout à l'heure, ce qui nous interpelle quand même, c'est comment, à partir d'une convention citoyenne, ou ce que vous appelez la démocratie directe, vous êtes plus capable de créer justement un consensus, alors j'allais dire rationnel, mais là peut-être que je commence déjà à je rentre dans le qualitatif, mais un consensus qui soit capable d'ordonner quelque part, ou de créer une méthode qui soit vertueuse et qui permette d'aller vers finalement ce que vous décrivez comme le champ un peu idéal. Alors, c'est quoi la question ? En quoi la démocratie directe est quelque chose, et venez sur la planification écologique éventuellement derrière, mais... C'est un pari. C'est Pascal. Là, on a un système qui est objectivement verrouillé. Ça, on est d'accord. Bon. Qui aboutit à des choses. Et parce que ça, c'est important aussi dans ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est qu'on ne fait pas rien. C'est pas vrai. Et si on faisait rien, eh ben, vos collègues, ils ne seraient pas sortis dans la rue. Voilà. Alors, en agriculture, la transition, elle est quasiment, objectivement, elle est quasiment au point mort. Mais par exemple, dans le domaine de la transition énergétique, on ne peut pas du tout dire qu'on fasse rien. Et c'est la transition qui est la plus avancée. D'un point de vue quantitatif, on est au milieu du gué. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait le double d'investissement qui soit fait pour qu'on soit au best, c'est-à-dire à la neutralité carbone mondiale, à 1,5 degré d'augmentation de la température. On est exactement à la moitié. Pour la première fois dans les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, cette organisation prévoit un plafonnement de la consommation dans quelques années de toutes les énergies fossiles. C'est totalement historique. C'est un changement de monde, de civilisation, et personne n'en parle. C'est la première fois depuis que cette agence existe qu'elle vous dit, à la fin, à peu près en 2030, toutes les énergies fossiles auront passé leur pic de consommation et après ça décroît. Donc on ne peut pas dire qu'on fait... En revanche, on ne fait pas autant qu'on devrait et donc on va un peu dans le mur. Voilà. Donc c'est là que je pose mon pari. Puisqu'on sait qu'avec ce système-là, on va dans le mur. Il faut essayer autre chose. Il faut essayer un autre système. Et je vais aller plus loin. En fait, ce que vous me dites, je crois, je parle sous votre contrôle, c'est que vous ne pouvez pas préjuger de ce que va dire la Convention citoyenne. Et à la fin, la Convention citoyenne, elle va peut-être vous dire mais votre taxe carbone, mais j'en veux pas. Bah oui, c'est possible. Mais c'est comme ça. Et là, on aura essayé.
Il faudra bien faire avec. Mais moi, je vous garantis, et ça, c'est une question de conviction, c'est plus du raisonnement, que les citoyens, en référendum, ils diront oui à la taxe carbone, ils prendront leurs responsabilités, j'en suis absolument certain. Et en fait, j'en ai marre, moi, d'être pris pour un petit garçon. J'en ai marre d'être infantilisé. J'ai envie d'être traité comme un adulte. Et je pense que quand on traite les enfants comme des adultes, ils deviennent des adultes. Et quand on traite les adultes comme des adultes, ils restent des adultes. Voilà. Mais c'est pas gagné à tous les coups. Voilà. Mais c'est évidemment pas gagné. Après, je vais vous dire quelque chose, je vais aller jusqu'au bout du raisonnement, je vais vous dire quelque chose qui est extrêmement cynique. C'est sûr que si on fait les choses honnêtement dans une démocratie directe, c'est pas gagné, on peut pas savoir si c'est blanc ou noir ce qui sort du résultat. Après, la vérité, c'est qu'une démocratie directe, c'est pas ça. C'est une autre forme de manipulation. Alors, notre système de démocratie représentative est une énorme entreprise de manipulation, que j'ai dénoncée dans un autre livre. Mais la démocratie directe serait aussi une forme de manipulation. Quand Madame Toubiana organise la Convention citoyenne, bon, elle met tout en œuvre pour que ça aille dans un certain sens. C'est du nudge, c'est soft, c'est doux. C'est une manipulation, mais pour la bonne cause, pour l'intérêt général, et qui aboutit à des résultats. Ouais. À choisir entre deux types de manipulation, je préfère celle-là. Voilà. C'est cynique, c'est très cynique ce que je dis. En gros, c'est des sachants bienveillants et bien intentionnés qui vont un peu orienter un peu. Voilà. C'est vrai. C'est pas angélique ce que je dis. Je veux dire, je suis parfaitement conscient de ces limites-là, mais par rapport au système actuel, je préfère. Bien. On arrive presque au terme de nos échanges. Et avant de passer la parole à Dominique pour une conclusion qui retiendra un certain... En tout cas, ce qui quelques éléments conclusifs. Moi, j'ai une dernière question. En fait, les coopératives sont des entreprises démocratiques. Vous avez parlé accompagnement, vous avez parlé équité comme étant deux choses nécessaires ou indispensables pour réaliser, in fine, ce Big Bang de la transition agricole. Dans nos coopératives, ces mots parlent, puisque les coopératives ont pour vocation d'accompagner et ont effectivement des principes d'équité dans les prises de décision qui sont faites. Donc, en somme, pour vous, est-ce que les coopératives sont des bons outils ou peuvent être des bons outils pour réussir cet immense défi? Et encore une fois, je ne connais pas assez la coopérative pour ça, pour vraiment vous apporter une réponse extrêmement pertinente. Mais il est évident que dans une situation où il faut revoir tous les modes de production, les logiques capitalistiques ou capitalistes du monde d'avant sont remises en question. Cette transition, elle remet fondamentalement en cause le capitalisme. Moi, je suis un défenseur du capitalisme. Mais on ne peut pas penser la transition en évacuant ce sujet. Encore une fois, pour avoir je dirais une vision très structurée, il me semble, aujourd'hui, vous avez deux écologies face à cette question centrale du devenir du capitalisme. Vous avez une écologie qui vous dit il faut en finir avec le capitalisme. C'est le seul moyen. Et puis vous avez une autre écologie que que j'essaye d'incarner, qui est de dire qu'il faut aménager le capitalisme. Il me semble, et je parle sous votre contrôle, que quand vous me parlez de coopérative, vous me parlez d'un aménagement du capitalisme. Oui, d'une certaine façon, et ça me brûlait les lèvres de vous dire ça, c'est que peut-être que ce qui différencie le modèle coopératif du modèle non coopératif, parce que nous sommes des entreprises privées, on dit souvent les entreprises coopératives par rapport aux entreprises privées, mais nous sommes aussi des entreprises privées à capitalisme collectif. Mais ce qui nous différencie, c'est que dans ce que vous avez dit tout à l'heure sur le profit, notre driver n'est pas forcément justement, ou en tout cas exclusivement, la rentabilité des capitaux à court terme. Il est forcément accompagné d'une responsabilité territoriale, d'une transgénérationnalité de nos activités
et du fait que nous devons veiller à la pérennité avant tout et à la transmissibilité de cet ensemble-là. Voilà, donc c'est aussi ça qui fait notre responsabilité sur un domaine particulier en ce qui nous concerne, qui est celui de l'économie agricole et agroalimentaire d'un territoire. Donc c'est ça qui fait le sens de notre action, et effectivement, pour ça que tout à l'heure, quand on parlait profit, oui, il nous faut des profits, mais en fait, c'est pour quel objectif on fait ces profits. En tout cas, moi, je voulais aussi d'abord vous remercier pour cet échange, cette franchise, ces éclairages sur les différents sujets qu'on a abordés. Remercier également mes collègues Eric et Philippe pour avoir été vos interlocuteurs. Florence pour l'animation de cette émission, enfin de ce temps d'échange, et évidemment toutes les équipes qui sont là et qui ont organisé cet échange. Et bien sûr, vous tous qui étiez connectés ce soir pour cet échange. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de ces entretiens, c'est bien de partager des réflexions essentielles pour éclairer notre compréhension des enjeux alimentaires et agricoles qui finalement façonnent notre société et façonneront notre avenir. Le sujet des transitions et de l'acceptabilité sociétale de ces transitions, il est évidemment primordial pour nous, acteurs de la coopération agricole, mais au-delà de notre activité, il est essentiel pour le mieux vivre ensemble, pour le bien commun et l'avenir même de notre planète, de nos démocraties. Je pense que vous l'avez suffisamment dit aussi. Donc vous nous montrez que le chemin est semé d'embûches, qu'il est difficile, mais qu'on peut y arriver, qu'il faut surtout y croire sans dogme et avec pragmatisme. Alors moi, je veux retenir un exercice difficile. Quelques points de notre échange, j'en ai sélectionné 3. Je pense que vous êtes dans le refus et on le partage de la logique du décroissance comme étant le seul levier de la réussite des transitions et donc de la place nette que cela ferait aux importations. Et vous dites clairement qu'une certaine forme de protectionnisme par la réciprocité des normes est quelque chose d'indispensable, ce que, évidemment, nous partageons tout à fait. Mais indispensable pour entraîner le reste du monde. Absolument, absolument. C'est un effet mécanique. Absolument. Vous nous dites que les transitions sont contraignantes. Et ça, je pense qu'il faut que nous soyons parfaitement clairs là-dessus. Les transitions sont contraignantes et les investissements à faire dans la mise en œuvre des transitions seront massifs. Et vous proposez donc des solutions de financement que vous ne dites pas être punitives, mais qui passent quand même par la taxation d'un certain nombre, une taxation verte à travers, par exemple, la taxe carbone, la fameuse taxe carbone. Et puis, alors vous dites quelque chose de très juste aussi, qu'on partage, c'est que l'éducation, l'investissement dans l'éducation, quelque part, est quelque chose de très important et c'est aussi quelque chose qui auquel nous croyons, que nous portons comme sujet. Vous dites que le regroupement est un des leviers essentiels de la réussite et ça nous parle évidemment, la façon de s'organiser collectivement, ça nous parle évidemment particulièrement puisque c'est aussi c'est la raison de notre modèle économique. Et vous proposez l'équité et la responsabilité, ça c'est quand même très fort et c'est un peu le cœur des échanges, en tout cas des relances que nous vous avons faites. L'équité et la responsabilité par la démocratie directe étant pour vous le modèle qui permettrait le mieux de responsabiliser finalement et accomplir ces transitions. Donc merci pour ces échanges. Donc vous l'avez compris, ces échanges ont une importance évidemment fondamentale dans notre démarche stratégique au sein de la coopération agricole. Pour notre vision 2030, qui s'articule autour de la construction d'un avenir alimentaire durable et équitable, en accord avec nos valeurs fondamentales. Votre intervention, cher Antoine Bueno, est venue enrichir nos réflexions et renforce notre détermination à être des acteurs clés de ce changement. Merci encore pour cet échange et pour vos propos très inspirants. Merci. Florence pour le prochain rendez-vous. Florence pour le prochain rendez-vous. Pardon, merci à tous. Excusez-moi, j'écoutais cette synthèse avec beaucoup d'attention. J'espère que vous vous y retrouverez. En tout cas, ça a effectivement été un
un vrai plaisir de pouvoir partager ce point de vue que vous nous offrez aussi, voilà, et qui donne et qui nous amènera certainement à réfléchir finalement aux solutions que vous proposez et nous, comme faiseurs, à les mettre, en tout cas à les prendre en compte dans la façon dont nous allons construire la vision de l'alimentation de demain. Peut-être très rapidement, le prochain rendez-vous que nous aurons sera le 12 juin à 18h avec Yves Laszlo, qui est mathématicien, professeur à l'université Paris-Saclay, et qui, lui, plaide pour un projet Manhattan de la transition écologique. Et puis, je vous demande de noter dès maintenant, le 25 juin à 18h, notre rendez-vous avec Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche au CEA, membre du Haut Conseil pour le climat et ancienne membre du GIEC, qui viendra nous apporter aussi ses éclairages sur les questions, notamment de décarbonation. Très bonne soirée à tous et à toutes, et à très bientôt.